Origine de la philosophie égyptienne. Tiré de Histoire de la philosophie africaine. Livre 1, le berceau égyptien de la philosophie. Auteur Grégoire Biogo, édition L'Harmattan. Il reste donc à examiner la question inaugurale et épineuse de l'origine de la philosophie égyptienne. Si les Égyptiens ont amorcé l'aventure philosophique qui a été renouvelée et fécondée par la Grèce, quelle est alors l'origine de la philosophie égyptienne elle-même? Quel peuple a pu contribuer à la naissance de la pensée philosophique des Égyptiens? Dans l'état actuel des connaissances, dans les sciences égyptologiques et historiques, à l'appui des fouilles archéologiques, la question qui nous occupe doit pouvoir nous orienter vers la Nubie, soit Éthiopie et la Libye entre parenthèses, qui elle-même explique la formation de l'Égypte. Institutions, religion, hiéroglyphes. Les recherches de Claude Somner sur la philosophie éthiopienne, en 5 volumes, sont une contribution importante à ce sujet. Ethiopian Philosophy. L'auteur se penche sur les écrits éthiopiens, notamment le Physalgo, ou physiologue daté du Xe siècle après l'ère chrétienne. Il examine aussi le livre des sages philosophes dont il date l'achèvement de l'art entre 1510 et 1522. Il s'agit pour l'essentiel des maximes textes comparables à ceux d'Égypte constituant des traités d'éthique comme Maxime de Scandes, soit S-K-E-N-D-E-S. Puis le traité de Jacob, daté de 1667, et le traité de Walda, Ait Mat, disciple de Jacob, représentant un grand intérêt éthique avec une référence au christianisme. La grande contribution de Claude Somner tient en 2 volumes, Ethiopian Philosophy, Volume 1, The Book of Wise Philosopher, et Volume 2, The Treatise of the Aya Egab and of Waldat Aiwat, Addis Abeba, Commercial Printing Press, 1976. Pourtant, l'examen de Somner de cette pensée éthiopienne ne se départit pas du regard condescendant qui évalue sans cesse son objet à l'aune de la tradition philosophique gréco-latine, sans toujours au demeurant tirer argument de l'objet étudié à partir de sa propre inflexion pour tenter une caractérisation autrement plus rigoureuse et internaliste, regardant à la manière du phénoménologue la chose même, ce que j'ai appelé ailleurs le paradoxe de l'antériorité, le fait de lire une pensée ancienne à la lumière de celle qui lui est postérieure, manquant par là même sa singularité, son essence. Somner est constamment pris à défaut sur cette difficulté d'ordre historique et logique qui est fâcheuse du fait de son anachronisme involontaire. Patédiane a esquissé cette critique. Je cite, pour Somner, dont l'intérêt de la quête est bien plus dans l'objet qu'il aborde que dans les conclusions et les jugements qu'il porte sur la pensée éthiopienne. La pensée philosophique de l'Éthiopie n'a aucune relation avec les sciences modernes, elle est essentiellement sapientielle. C'est une sagesse là où, poursuit-il, la science moderne d'origine grecque et occidentale en particulier est une science matériellement physique et formellement mathématique. En cela, même si nous trouvons dans la littérature éthiopienne quelques éléments de sciences naturelles, physiques et biologiques, quelques fragments de sciences sociales, de logique, de psychologie, et même quelques joyaux de métaphysique.
Diane Paté, l'europhilosophie face à la pensée du négro-fricain, page 120, pour la référence de la citation. Parce que cette position sumérienne comporte des obstacles épistémologiques et méthodologiques majeurs, on me permettra de m'y arrêter quelque peu. La question est de rendre compte de l'objet sans juxtaposition, ni interférence inexpliquée, ni même de confusion. D'autant qu'ici maintes erreurs de cette nature sont commises, maintes confusions allant dans plusieurs directions. La question est de savoir ce qu'il en est de la logique, la physique, la mathématique, la morale et la métaphysique des Éthiopiens. Telle est, du moins, je le pense, la tâche de l'historien de la philosophie que d'entreprendre, de collecter, de décrire avec rigueur, de classer et de systématiser. L'autre difficulté est à identifier dans l'idée que la science grecque, par opposition à celle des Égyptiens, donnerait droit à la domestication de la nature. Les Milisiens sont physiologues, ils décrivent la nature. Les pythagoréens la représentent géométriquement. Les éléates introduisent la logique et les balbutiements de la conception atomique de l'univers. Les sophistes font surgir la liberté de la discussion dans la cité et Athènes achève cette réforme avec ses trois pères, Socrate le réformateur de l'éthique et du pragmatisme, Platon le philosophe géomètre et Aristote le logicien. Précisons que la Grèce n'a pas expérimenté le rapport matériel et de domination de la nature, et que l'affirmation de Somner est de ce point de vue téméraire et inexacte. On ne trouve pas davantage une telle idée dans la géométrie de Hippocrate de Chios, ni même dans la géométrie euclidienne. C'est seulement à partir de Descartes que ce renversement de perspective interviendra. Ceci ne s'explique que par la naissance de la subjectivité confrontée à une nature perçue comme une donnée transparente, mesurable et donc domesticable. Descartes met en œuvre la géométrie analytique. La naissance d'une telle subjectivité, caractérisée par la volonté de la maîtrise de la nature et du destin de l'homme par la raison, nous dira par la suite Heidegger, comporterait inévitablement en elle-même les germes de la technique, considérée comme arraisonnement, volonté de la volonté instrumentalisation du monde. D'une part, avec Descartes, l'homme est appelé à devenir maître et possesseur de ses actes, de ses pensées, comme de la nature, tout à la fois, sujet et essence de la pensée et donc de la liberté, ce qui constitue une avancée considérable et qui justifie que l'on fasse commencer la modernité avec Descartes, qui est à la base de l'idée de progrès par les sciences. L'acte héroïque cartésien consiste dans la libération de l'homme lui-même devenu sa propre réflexivité subjective, être pensant en s'arrachant à toute extériorité, acte que Kant viendra conforter en rendant à l'homme son autonomie par la raison et en l'arrachant à toute forme d'hétéronomie. C'est en effet à partir du cartésianisme que l'Occident prend un nouvel essor technique et industriel et où s'accélère son histoire tournée vers la conquête de la nature. D'autre part, c'est au nom d'une telle conception utilitaire et instrumentale que n'avaient pas du tout les premiers penseurs grecs, au moins jusqu'à Platon.
qu'une certaine métaphysique de la capture et de la domination du monde et de l'homme est apparue comme fine inéluctable de l'histoire de la métaphysique, comme son propre accomplissement. Dès lors, montrera Heidegger, philosophie de la volonté et technosciences sont devenues une seule et même structure. L'interprétation technicienne de l'histoire qui singularise alors l'ère des temps modernes va produire une science et une technique tributaires de la domination et dont les progrès mêmes sont inséparables de la destruction de la nature et font peser sur la planète la menace permanente de sa disparition. C'est en cela que Heidegger a recommandé de revenir à la conception que les Grecs avaient à la fois de la vérité, soit entre parenthèses altheia, comme cela qui s'ouvre et se referme tout à la fois, et de la technique, ou techné, dite d'abord le geste d'une opération créatrice, sans forme d'instrumentalisation. Lorsque donc on en vient à superposer le moment où la pensée occidentale avait encore une réflexion désintéressée, sans volonté de la volonté, comme chez les Grecs, du moins jusqu'à Platon, et le moment à partir duquel elle va devenir idéologique conquérante, la Renaissance entre parenthèses, au service de la science et de la technique et devenant sa propre instrumentalisation, sans s'apercevoir que toute la pensée de l'école de Francfort jusqu'à la postmodernité récuse un tel amalgame et une telle complicité entre science et domination, on court inévitablement le risque de reproduire une telle pensée et de prononcer des jugements subrepticement barrés par une même grammaire de la domination. La principale difficulté méthodologique de Sumner et de tous ceux qui lisent une pensée à partir d'une autre, qu'elle n'est pas et de manquer la lecture de son sujet par la juxtaposition de la Grèce et de l'Éthiopie, usage méthodologiquement récusable qui traverse pourtant ses conclusions et ne va pas sans altérer la qualité de l'enquête par ailleurs importante. En commettant une telle juxtaposition des arguments et un tel renversement de l'ordre chronologique, en évaluant la science d'Éthiopie à l'aune de la science grecque, Sumner n'allait jamais plus dire l'être de la pensée éthiopienne. La science éthiopienne lui est restée en cela introuvable, inaccessible, car ce que recherche l'histoire de la philosophie, ce n'est point la découverte de l'histoire d'une science par le dehors, par l'extraversion, par son appropriation au sens déridien, d'expropriation sémantique et d'altération, mais à la lumière de l'idée interne qu'elle donne d'elle-même à travers ses textes. Je nomme cette attitude le paradoxe de l'antériorité ou encore ici le paradoxe de Sumner. Ce qui lui fait défaut, c'est à l'évidence une enquête participante, obstacle épistémologique qui perdure de Tempels à Sumner, et que force africains eux-mêmes n'ont pas toujours su éviter. Ainsi, des recherches par ailleurs remarquables sur la sculpture des fangs d'Afrique centrale, j'ai tenté de circonscrire cet obstacle ailleurs. Trials comme Perrois, Tressman, Largo, Havelock se sont singularisés par leur méthode. L'enquête par l'observation participante qui s'efforce de produire une vision se conformant aux faits rapportés. Ils ont fourni des matériaux de base, comme chacun sait en la matière, qui sont largement plus importants que l'élaboration des théories qui n'auraient en somme aucune prise sur l'emprise passif des faits et du contexte.
Il s'agit moins de remodeler le monde ou de ramener l'objet à nos normes de représentation de la valeur, selon nos propres modèles, que précisément de s'en dégager pour décrire l'autre en tant qu'autre, dans sa différence même. Sans doute, ces chercheurs ont-ils sans cesse péché sur ce point, par l'usage des termes inappropriés et des formules impropres parfois péjoratives et minorantes. Or, ce que l'on attendait d'eux en ce lieu autre, c'était d'abord l'humilité devant la différence et la diversité de l'objet étudié, ensuite l'acceptation de l'inattendu, de l'imprévu, et enfin l'émerveillement du chercheur devant la découverte de l'autre comme l'autre. Citation de Grégoire Bigourd dans Encyclopédie du Mvet, tome 1, Le rêve musical et poétique des Fangs anciens, la quête de l'éternité et la conquête du logos solaire, page 159-160, pour la référence. Il n'empêche que Claude Somner a permis d'attirer l'attention sur l'existence d'une pensée en Éthiopie, ce qui est une découverte majeure en soi pour l'histoire de la philosophie, et qui confirme notre hypothèse selon laquelle la philosophie égyptienne serait la produit de la pensée éthiopienne, que cette pensée soit philosophique ou pas. Là est une autre question qui gagne à être examinée sans référence extérieure. Il importe essentiellement de se prononcer en toute liberté, sans faire des parallèles de type manichéen et hiérarchisant sur la nature réelle de cette pensée, car toute pensée n'est pas philosophique. À ce sujet, ma pensée est que l'Éthiopie est à l'origine de la philosophie morale que les Égyptiens vont reprendre pour l'élever aux constructions cosmologiques, métaphysiques et géométriques. Mais ce sont les travaux éclairants de l'égyptologue sénégalais Babacar Sall qui vont éclairer d'un jour nouveau les rapports féconds existants entre la Nubie et l'Égypte, en insistant sur sa contribution sur le pays d'Égypte avec des rapports d'emprunt, d'échange des idées, des biens, des institutions. Sa thèse d'État a porté expressément sur l'apport de l'Éthiopie et de la Libye à l'élaboration de la civilisation pharaonique. Université Cheikh Anta Diop, ICAD 1992, publié sous le titre Les racines éthiopiennes de la civilisation égyptienne, Paris Kepera et Harmattan 1993. Mais longtemps avant Sall, c'est Cheikh Anta Diop lui-même qui va, dans son œuvre inaugurale, soutenir et étayer la thèse de l'antériorité de la Nubie sur l'Égypte et celle de la contribution à la formation de l'Égypte par la Nubie. Je cite. Nous avions écrit dans Nation d'agriculture et dans nos publications ultérieures que, d'après le témoignage quasi unanime des anciens, la philosophie nubienne est antérieure à celle de l'Égypte. Il lui aurait même donné naissance. Cela est tout à fait logique si l'on se place dans la perspective d'un peuplement de la vallée du Nil, par une descente progressive des peuples noirs depuis la région des Grands Lacs, berceau de l'Homo sapiens sapiens. Mais les faits archéologiques probants manquaient pour démontrer cette hypothèse. La lacune, semble-t-il, vient d'être comblée grâce aux fouilles de Kate Seal de l'université de Chicago, faites au cimetière de Costule en Nubie, dans le cadre de la campagne internationale organisée par l'UNESCO en 1963-64, avant la construction du barrage d'Aswan et l'inondation de la région par le remplissage du lac de retenue. Il s'agit d'un cimetière du groupe A, une culture nubienne contemporaine du prédestinastique récent. Il fut appelé cimetière L, et les tombes L23 et L24 de forme spéciale contenaient
un riche matériel conservé à l'Institut oriental de l'Université de Chicago. C'est un chercheur associé, Bruce Williams, étudiant ces objets qui attira l'attention du monde savant sur la particularité des motifs gravés sur un encensoir cylindrique. Cher Anta Diop, Civilisation et barbarie, page 133 pour la référence. L'égyptologue reconstruit le mouvement de ce commerce florissant qui va faciliter le développement de l'Égypte à partir de la Nubie. Ainsi, la royauté, de son essence féminine, des bribes d'écriture hiéroglyphique, de la céramique nubienne, de sa monarchie tenue pour la plus ancienne de l'humanité en tant que l'Éthiopie est le berceau de l'humanité, on conçoit parfaitement qu'elle marque la limite ultime où remonte l'histoire humaine. D'une manière ou d'une autre, les chercheurs sur les échanges entre Nubie et Égypte sont à redécouvrir tant leur intérêt et leur actualité se tiennent devant nous. Ainsi, en dépit des données observables et de la documentation existante, l'état actuel de la recherche m'invite méthodologiquement à être prudent et à ne pas conclure de façon péremptoire. Mais la direction la moins improbable de cette question est celle de l'influence des penseurs nubiens sur ceux d'Égypte. Il reste pourtant que des philosophes africains soutiennent la thèse que la recherche sur la philosophie des Égyptiens, bien que savante et érudite, pourrait nous éloigner des problèmes brûlants de l'Afrique et du monde moderne. Plus radicaux, d'autres stipulent que le débat sur les origines de la philosophie est dépourvu d'intérêt, car en soi, la rencontre avec l'origine débouche sur le moment faible de la pensée, sur la non-pensée.